Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour et bienvenue. Si vous suivez à partir de YouTube, est-ce que vous êtes sur le continent africain ou encore européen et même asiatique, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons aujourd'hui à l'émission monsieur Norman Cornett. Bonjour, merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, d'autant plus que je suis ici dans le cadre de votre émission. Vous êtes professeur d'université. Professeur à la retraite officiellement et spécialiste en sciences des religions, particulièrement les rapports entre religion, culture et politique. Sentez-vous que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, ces trois éléments sont réellement perceptibles dans les différents, en fait, dans les politiques des pays? Comment est-ce que je peux m'exprimer? Si je parlais plutôt ici de ce que moi j'appelle l'échiquier politique international, sentez-vous que ces éléments-là interagissent aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Et du côté de l'Occident, et encore davantage en Amérique du Nord, les Occidentaux, les Européens, les Nord-Américains ont accepté cette interprétation de la condition humaine de l'âge des Lumières, du XVIIIe siècle, et on avait l'impression que la religion, elle était désuète, elle va partir, et puis ça sera le progrès constant vers l'utopie. Or, peut-être en Occident, avec la sécularisation, avec la laïcité, on a évacué la chose religieuse. Mais il n'en est pas de même dans le reste du monde. Et au Québec particulièrement, je pense que vous le savez, on n'a pas seulement évacué, mais on ne veut rien savoir. D'ailleurs, quand on lit l'histoire même du Québec, les sacres, quelqu'un qui comprend le sacre voit bien le ras-le-bol par rapport à la religion catholique, ici au Québec. C'est ce que moi j'ai compris, quelque part. Mais là, je vais revenir tout d'abord, comment dirais-je, à notre introduction. Monsieur Norman Cornett, qui êtes-vous? Je suis un Texan, né au Texas en 1950, donc un Américain qui a fait ses études à l'Université de Californie à Berkeley. Et c'est là où j'étais en histoire française, culture française, littérature française, et qui fait que je suis devenu francophile. Et je voulais poursuivre mes études. Je voulais comprendre le Québec. Comment se fait-il pour un Américain où il faut que tout le monde soit pareil, que tout le monde parle l'anglais et qu'on soit all-American? Comment se fait-il qu'il y a un coin dans l'Amérique du Nord où des gens parlent encore le français et que c'est même la langue courante, la langue d'affaires, la langue intellectuelle, littéraire? Et donc, à Berkeley, dans un cours de la phonétique française, j'ai appris la phonétique québécoise. J'ai dit, c'est pas possible. Ça se passe sur ce continent. La phonétique québécoise. Québécoise, oui. Puisque on prononce autrement. Alors, là, je me suis renseigné et j'ai pris la décision de faire un doctorat sur la transition du Canada français catholique religieux vers le Québec moderne, séculier, laïque. Et il fallait, à ce moment-là, il n'y avait pas la toile, il n'y avait pas l'Internet, il fallait que je déménage au Québec pour fouiller les archives. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Je voulais comprendre, mais ce phénomène qu'on appelait autrefois la survivance. Comment se fait-il que le français survit au Québec, en Amérique du Nord? Quels sont les enjeux? Avant d'aller plus loin, je vais revenir tout d'abord à l'objet même de notre rencontre aujourd'hui. J'ai créé l'approche dialogique aux arts et à l'éducation il y a 38 ans. Elle constitue d'ores et déjà un sujet d'étude dans les universités. Je reviens sur l'approche dialogique aux arts et à l'éducation. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus par rapport à cette approche? Tout d'abord, pourquoi les arts? Eh bien, le fait saillant de la condition humaine, comme disait André Malraux dans son livre de 1933, le fait saillant de
de la condition humaine, c'est la pensée créative et c'est l'expression créative, de sorte que les arts constituent l'axe de ma philosophie dialogique. Donc, parce que les arts favorisent la pensée créative. D'accord, Les arts favorisent l'expression. L'approche dialogique. Dialogique. On parle ici de dialogue. De dialogue, c'est-à-dire ce qui se passe entre les imaginaires de deux personnes. Alors, favoriser, nourrir cette rencontre des imaginaires. Et c'est par les arts, tous les arts. Donc, mon approche est foncièrement, mon approche dialogique. Le mot dia, c'est le mot grec, le grec ancien, veut dire entre. Et j'estime qu'on apprend dans l'interstice entre deux personnes, entre deux imaginaires, entre deux mentalités, entre deux perspectives. Et c'est dans cette tension dynamique que jaillit la lumière. Vous avez présenté un poète. Je vais revenir sur le poète. J'ai écouté le poème, puisque vous lui avez demandé de lire son poème. Dans ce poème, plus je l'écoutais, plus j'ai eu cette impression qu'il y a une relation, comment dirais-je, pour ne pas dire sexuelle, qui se passe dans ce poème. Les mains, la respiration. Pouvez-vous nous en donner un peu plus? Tout à fait. Parce Alors là, on parle du poète Jean-Marc Desjans, maintes fois primé, y compris le prix du gouverneur général. Eh bien, Jean-Marc Desjans, j'ai fait très exprès de l'inviter pour un atelier dialogique sur son plus récent recueil de poèmes, et je l'ai fait parce que vous avez entièrement raison, Monsieur Naga. C'est que sa poésie, elle est sensorielle, elle est sensuelle, voire sexuelle. Or, là, ça me renvoie à mon approche dialogique. À l'éducation. Parce que disait le philosophe britannique du XVIIe siècle, John Locke? C'est lui qui a créé l'expression tabula rasa. Et il voulait comprendre comment est-ce que les êtres humains apprennent. On va répéter l'expression parce que je veux que le public saisisse, je veux que le public suive. Vous avez cité une expression ici. De John Locke, tabula rasa. Qui veut dire? Qui veut dire que le cerveau humain, c'est une page blanche, une page vierge. Il n'y a rien écrit, inscrit. Or, selon John Locke, qui est le fondateur de cette école philosophique qu'on appelle l'empiricisme, tout ce qu'on apprend, tout ce qui est inscrit, écrit sur le cerveau humain, c'est grâce au sens. Le sens auditif, le sens visuel, le sens tactile du toucher, le sens olfactif, qui est le deuxième plus fort sens dans le cerveau humain. Donc, mon approche dialogique fait appel à tous les sens. C'est donc une approche sensorielle, voire sensuelle dans le meilleur sens du terme. C'est la raison que j'invite des chorégraphes, danseuses comme Margie Gillis, que j'invite des cinéastes comme Alanis Obomsawin, que j'invite des sculpteurs comme Michel Goulet, que j'invite des peintres comme François Lacasse et bien d'autres. Et justement, les peintres, vous avez également présenté, vous avez commenté même, je dirais même analysé une peinture où on parle ici du noir et blanc, des contrastes. Oui, le clair-obscur, parce que vous savez, Monsieur Nagaka, c'est que beaucoup de la vie humaine, de la condition se passe, ce n'est pas noir et blanc, c'est plutôt dans cet équivoque, dans cette ambiguïté, dans cette transition entre les extrêmes. Et donc, de ce fait-là, au lieu d'adopter une approche binaire, vrai et faux, noir et blanc, bon et mauvais, je dis que la gamme de la condition humaine se vit tout en nuances, en ambiguïté, en équivoque, au lieu de dire un extrême ou l'autre extrême, mais la plupart de notre vie se passe entre les deux. Et donc favoriser une approche que j'estime réaliste, qui rend justice à toutes les facettes. Elles sont multiples de la condition humaine. La condition humaine, qu'en pensez-vous aujourd'hui, en 2025 ?
Mais une des raisons j'allais dire que je me réfugie dans les arts, c'est pour puiser de l'espoir. En tant qu'historien de formation, quoi qu'on y... Histoire des sciences. Pourquoi? Parce que croyez-vous que nous vivons en fait, le désespoir actuellement? Mais quand je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, quand je regarde ce qui se passe actuellement sur le continent africain, quand je regarde ce qui se passe en Ukraine, quand je regarde ce qui se passe en politique américaine, je dis, où pourrais-je trouver de l'espoir, me ressourcer et dire que l'avenir est encore beau. Monsieur Cornett, en 67, vous vous rappelez la première guerre qu'il y a eu entre l'Égypte et Israël. Vous vous rappelez? Où, disons les choses très, très clairement, où, comment s'appelle, Nasser s'est fait avoir. Oui. Carrément, ils se sont fait avoir. Israël a repris la partie jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais remis la partie. Nous vivons une époque aujourd'hui, ça veut dire que depuis cette époque-là, déjà, je reviens vers les années 60. Vous avez parlé de l'Afrique. 60, vous le savez, l'Afrique vivait la catastrophe. C'était l'époque des indépendances, en même temps les guerres. Rappelez-vous, il y a eu la guerre du Katanga au Congo, qui a fait des morts. On parle des années 60, 61 jusqu'en 64. Le Biafra, encore une fois. On parle au Nigeria. Au Nigeria. Catastrophe. Catastrophe. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Vous constatez cela. Alors, ma question ici est celle de savoir, dites-moi, en votre qualité de professeur d'université, avez-vous réellement le sentiment que les étudiants que vous formiez, déjà à cette époque-là, étaient réellement conscients de notre condition humaine dans les années 2025 futures? Ou bien les gens venaient à l'université pour apprendre et vivre leur période? Parce que c'est un peu comme si tout le monde semble surpris de ce qu'on vit maintenant, alors que quand on fait un petit retour en arrière, on constate, mais depuis les années 50, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 45, on attend 5 ans. Quand on arrive en 50, déjà, le monde commence à changer. Il y a une évolution différente. Les gens veulent autre chose. Le sentez-vous réellement aujourd'hui? Ou bien nous sommes perdus tout simplement? Mais je dirais dans un premier temps, avec Donald Trump comme président des États-Unis, avec Poutine toujours à la tête de la Russie, sans parler de la Chine, avec Xi, qui a divisé sur le Taïwan, il y avait un ordre mondial, un ordre global, un ordre international établi à cause de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, qui a donné naissance à l'ONU. Eh bien, cet ordre international, l'état de droit, est en train de s'effriter. À ce point? À ce point. L'état de droit. Mais l'état de droit parce que Donald Trump il conteste même la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il veut avoir une main mise sur Groenland. Ça va faire partie intégrante des États-Unis. Ou raison? Ou bien, je me suis toujours posé moi cette question. Je ne voulais pas en parler là à cette interview. On va revenir éventuellement pour être un peu plus prononcé. Mais je me suis moi posé cette question. Mais pourquoi Donald Trump subitement? Parce que ça paraît subitement, changerait complètement, bouleverse complètement la structure mondiale telle qu'elle est. Et même, ça va même plus loin. Au niveau des organisations internationales, les organismes spécialisés, tels que l'UNESCO, tels que l'OACI, les États-Unis et Donald Trump s'interrogent encore de la participation, n'est-ce pas, des Américains au sein de ces organismes. Au niveau du secrétaire général des Nations Unies, l'ONU comme tel, la participation américaine, encore là, n'oubliez pas, les Américains payent énormément. Et la plupart des postes au niveau de l'ONU, les grands postes, c'est eux qui les ont parce qu'ils payent. Les autres payent moins. Le Canada paye, la France paye, mais les pays du tiers-monde participent très peu. Donc, ils ont ce monopole-là. Mais moi, ma question ici était, pourquoi est-ce que Donald Trump, subitement, le premier mandat, c'était pas ça. Mais là, le deuxième mandat, c'est comme si tout était planifié, organisé, calculé et même réfléchi. Vous parlez du Canada, vous parlez du Groenland. Pourquoi Donald Trump voudrait-il subitement récupérer le Canada? Pourquoi Donald Trump voudrait-il subitement récupérer le Groenland? Pourquoi? Soi-disant qu'il y a des matières stratégiques et autres.
Alors que l'ONU existe, on a créé l'ONU en 1945 parce que l'on s'était dit plus jamais ça pour éviter les conflits. Je m'arrête là. Mais dans un premier temps, l'ordre mondial post-Deuxième Guerre mondiale est en train de s'effriter. Et le globalisme est en jeu actuellement. Moi, je propose plutôt qu'il y a un nouvel impérialisme américain avec Donald Trump. Mais ce n'est pas arrivé subitement. Moi, qui est un ancien de l'Université de Californie à Berkeley, qui avait signé mon diplôme, nul autre que le gouverneur de l'Université de Californie, Ronald Reagan. En personne. Oui, et d'ailleurs, c'est nul autre que le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren, qui m'a remis en main propre mon diplôme. Alors, ce sont des choses qui vous marquent quand vous êtes jeune. Oui. Or, on parlait de la révolution Ronald Reagan. Alors, ça fait déjà des décennies. Et Trump, pourquoi est-ce qu'il veut mettre et pourquoi il est prêt à permettre à Poutine de prendre des tranches entières de l'Ukraine? C'est qu'il pense en termes du capitalisme qui ne connaît aucune borne. Un capitalisme déchaîné, qui est aucun frein au capitalisme, et par ce fait même, on va réaliser le rêve américain quand le capitalisme a carte blanche. Donc l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, comme disaient les marxistes. Donc, et dans le cas de Donald Trump, pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Parce qu'il a beaucoup appris ses leçons du premier mandat. Et lors de son deuxième mandat, il ne veut pas manquer son coup. Il évoque la possibilité d'un troisième mandat. Et je le dis à l'auditoire de votre émission Ça va causer et d'ici Télévision, si vous croyez que c'est délicat en ce moment, vous savez, une des choses qu'il va certainement faire, à mon humble avis en tant qu'historien, il va contester l'entente qu'il y avait dans les années 50 pour la voie maritime des Grands Lacs jusqu'à l'océan Atlantique, avec des écluses ici même à Montréal. Et parce qu'il va contester, c'est une alliance, une entente entre les États-Unis et le Canada. Il va faire des recherches, toute son équipe, faire des recherches parce qu'en homme d'affaires, il veut avoir les sources primaires, l'eau, entre autres. Je reviens encore une fois, il n'y a pas eu de président américain qui a osé penser comme ça. Si je retourne à partir d'Eisenhower, je monte à Kennedy et d'autres, on n'a pas vu cette vision émerger. À moins que vous, en tant qu'intellectuel, vous nous dites non, ça existait déjà, mais dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, on y réfléchissait déjà. Et probablement que des conseillers ont balancé cette idée-là à M. Donald Trump, puisque plusieurs parlaient déjà de la chute de l'Empire américain. On en parle depuis de nombreuses années, on dit voilà, ils parlent, mais ils n'ont que les armes. Mais sur le plan financier, la Chine mène, les autres pays travaillent très bien, le Canada aussi. Donc, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont peur de chuter. Et donc, quand on chute, on se dit non, avant de chuter, on va se réveiller, alors on prend. En ce moment-là, l'autoritarisme apparaît, tel qu'Adolf Hitler. L'autoritarisme arrive, le fascisme arrive, disons, liberté d'expression dérape. Est-ce que ai-je tort lorsque je dis ça? Corrigez-moi, s'il vous plaît. Que disait Goethe? Ce qu'on a appris de l'histoire, c'est qu'on n'a rien appris de l'histoire. Et en tant qu'historien et américain, je dois vous dire, si vous regardez l'ensemble des relations entre ce qui allait devenir le Canada et les États-Unis, dès la Révolution américaine, les Américains ont tenté de prendre le pouvoir. Ils ont tenté déjà, effectivement. Ici même, effectivement. Au Québec. Lors de la deuxième guerre entre l'Empire britannique et les États-Unis, donc on parle de la guerre de 1812, encore ils sont venus au Québec. Ils avaient les yeux rivés, et en Ontario aussi. Et lors de la guerre de sécession, la guerre civile aux États-Unis, à la fin de cette guerre-là,
les États-Unis avaient la plus grande armée sur la planète Terre. Or, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais là, ils ont fait en sorte qu'ils ont pris une grande partie du continent dans l'Est, ce qui explique que l'État de Maine va jusqu'au cœur du Canada. Et regardez bien la carte de la côte ouest. C'est que l'Alaska continue, ce qui normalement devrait faire partie de la Colombie-Britannique. Donc c'était, quand on regarde, et en 1903, le président Theodore Roosevelt, qui était lui président de ce que j'appelle le premier impérialisme américain, c'est lui qui a dit « Nous, on va dicter la frontière entre... » Et à l'époque, ça faisait toujours partie de l'Empire britannique. C'est nous qui vont déterminer. Or, ce que fait Donald Trump, quand il dit « Je vais rendre la gloire aux États-Unis », c'est qu'il va retourner à cette approche qui va gruger. Mais moi, j'avais une question ici. Le temps, malheureusement, le temps, ça va très, très vite. Dites-moi, dans l'histoire même nord-américaine, dans l'histoire canadienne comme telle, dans l'histoire des États-Unis, on sait que le Canada, c'est une ancienne colonie britannique. Ça, on le sait, britannique. Bien. Les États-Unis ont fait leur révolution avec l'aide de la France, bien sûr, quelque part. Mais alors, la question ici, on se demande si finalement, par les velléités de M. Donald Trump, est-ce que quelque part on ne cherche pas à compléter finalement cette révolution américaine niveau de tout le continent nord-américain? Vous avez entièrement raison. Quel est un des principes opérateurs dans l'histoire américaine? Le destin manifeste. C'est notre destin d'occuper tout le continent nord-américain. Donc, dans cette question de Groenland, comment se fait-il que Trump pense qu'il peut prendre le dessus alors que le Canada est beaucoup plus proche du Groenland que les États-Unis? C'est que sa vision, elle est continentale. Et je tiens à souligner, lors de la Révolution américaine, est-ce que l'armée s'appelait l'armée des 13 colonies, l'armée américaine? Elle s'appelait l'armée continentale, Continental Army. Je dois vous dire merci. Déjà, merci à vous. Malheureusement, on aura l'occasion de se revoir. Je vais vous réinviter à cette émission. On mettra vraiment l'accent sur les États-Unis comme tel. Avec grand plaisir et merci de votre invitation. Merci beaucoup et je vais vous souhaiter une excellente journée. À vous aussi. Voilà. Madame, Monsieur, j'espère que vous avez aimé. Restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.